Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la dernière masterclass BNP Paribas Ulule et on est avec Philippe de Flotti aujourd'hui qui va nous parler de son parcours d'entrepreneuriat, de son idée, de son projet, de son lancement pour plonger un peu dans l'historique de la marque. Enchanté, bonjour tout le monde. Donc, Philippe Rouvier, moi je suis le président et cofondateur de Flotti. C'est une entreprise qu'on a créée officiellement il y a peu plus de, enfin, il y a bientôt 3 ans s'est lancé en tant qu'entreprise bien avant de se lancer sur Ulule, puisque on a attendu d'être un peu mature niveau produit avant de se lancer sur Ulule. Alors, du coup, nous, enfin, ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'était quand on était en école d'ingénieur. Moi, j'avoue que j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai demandé à faire un projet d'entrepreneuriat pendant mes études d'ingénieur, parce qu'on avait cette possibilité-là. Ensuite, il fallait choisir le problème qu'on choisit de résoudre. Moi, je voulais faire un projet qui a du sens. J'ai vu que les noyades, c'est la première cause d'accident de la vie courante. Donc, c'est là qu'on a eu cette idée de faire un t-shirt anti-noyade. Donc, comment on est passé du problème à notre idée de solution, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, 80% des causes de noyade chez les enfants, c'est quand l'enfant il est hors de l'eau et qu'il n'est pas censé se baigner. Et donc, il faut qu'on crée un produit qui soit porté tout le temps par l'enfant quand il est hors de l'eau, puisqu'aujourd'hui, il y avait un manque sur ce marché-là. Il y a 12 ans, en école d'ingénieur, on va dire que l'entrepreneuriat, c'était pas très poussé, c'était pas très à la mode. On nous disait plutôt en tant OK. qu'ingénieur, concentre-toi sur tes maths. Avec mon cofondateur, on a ensuite travaillé dans des entreprises industrielles, dans l'aéronautique. Et après, malheureusement, moi, j'ai assisté à la noyade d'une petite fille en mai 2021. Et tout ça, ça a été le déclic pour vraiment se lancer. C'est-à-dire qu'on a regardé sur le marché toutes les solutions qui existaient de prévention de noyade des enfants. On a vu que malheureusement, il y avait toujours des gros manques sur le marché. Et du coup, on s'est dit que notre idée, on y croyait et qu'on avait envie de la mettre sur le marché. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, en septembre 2021, là, on s'y est mis à fond sur le projet. Et donc, on a tous les deux progressivement quitté nos entreprises respectives pour être à fond sur le projet dès septembre 2021. Ce qui tombait bien, c'est qu'on avait des profils complémentaires. C'est-à-dire D'accord. que moi, suite à mes études d'ingénieur, je n'étais pas du tout intéressé par l'ingénierie, donc j'ai plutôt travaillé d'un point de vue business, gestion d'entreprise, alors que lui OK. était dans l'industrialisation de produits techniques. Donc Mm. on avait vraiment des compétences très complémentaires, ce qui a été assez utile au cours de notre aventure entrepreneuriale. Euh, je pense qu'il faut se dire que son cofondateur, c'est quasiment comme un mariage, quoi. C'est-à-dire que c'est une Mm. personne avec qui on va passer énormément de temps, euh, tous les jours, plus de temps qu'avec son conjoint, puisque ça va être tous les jours de la semaine et ça va être des grosses journées, des fois le week-end, des fois la nuit. Et donc, faut vraiment se dire, est-ce que cette personne, j'ai vraiment envie de passer énormément de temps avec elle? Mm. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au projet entrepreneurial. Je pense que la complémentarité des compétences, c'est bien, mais c'est pas le point primordial. Le point primordial, D'accord. je pense, c'est l'envie de travailler ensemble dans un même objectif. Ça, je Mhm. pense, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est c'est d'avoir des valeurs communes, d'avoir une vision du travail commune, d'avoir une vision commune de l'engagement qu'on va mettre dans le projet, de ce qu'on a Mm. envie de faire, de ce que sont nos priorités dans la vie, de ce qui est important, Mm. de comment on voit le projet. Parce que ensuite, quand on va se mettre à exécuter, donc c'est-à-dire à faire le projet entrepreneurial, ça va aller vite, ça va être hyper intense. Et si on n'a pas cet alignement de valeurs au début, ça va poser problème. Je pense que c'est vraiment au début de la création d'entreprise vraiment un point à pas négliger et pas se dire bon il a l'air sympa, vas-y on essaye, on va voir. Non, je pense que faut se dire c'est le recrutement le plus important que vous ferez dans la vie de votre startup, c'est le recrutement de votre cofondateur. C'est vraiment un recrutement. Il faut vraiment y passer, enfin, soit bien connaître la personne, mais même Mm. avec des amis, on peut être surpris parce que là, c'est le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on se dit pas, on va aller OK. boire un coup, ça va être cool. Il faut que ce soit, on a envie de passer avec
du temps avec cette personne au point de vue professionnel. Donc, il faut qu'on ait un certain Mhm. niveau de confiance, confiance dans sa capacité de décision, confiance dans la façon dont elle travaille. Donc, il faut aller au-delà de la simple amitié. Ça m'a aidé. Donc, je pense que euh, clairement, avoir une expérience de management, ça aide. Avoir une expérience professionnelle, ça aide, puisqu'on a appris un certain nombre de choses. Mais pour autant, je regrette de ne pas m'être lancé plus tôt. Donc, si D'accord, j'ai un ok. conseil à donner, ce serait le monde professionnel va vous permettre d'acquérir un certain nombre de choses. Et à la fois, il y a des choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat qu'en faisant dans l'entrepreneuriat. Ma vision, c'est quelque chose qui apporte vraiment quelque chose de bon à la société dans un domaine où c'est nécessaire. Et ça peut être dans plein de domaines, c'est ça l'avantage. Pour de l'innovation sociale, pour plus d'inclusion, que ce soit pour les personnes handicapées ou dans le cadre des discriminations. Ça peut être en relocalisant des fabrications en France, c'est-à-dire en fabriquant en France des produits qui sont produits à l'autre bout du monde. Ça a l'avantage de créer des emplois en France et d'avoir moins d'impact d'un point de vue environnemental. Et évidemment, l'impact aujourd'hui, là où il est le plus ciblé, c'est tout ce qui est l'impact environnemental. Donc, tout ce qui facilite la transition écologique, c'est quelque chose qui a forcément du sens. Donc, on parle beaucoup d'impact carbone en ce moment. Moi, les sujets qui me tiennent à cœur, c'est aussi tous les sujets de réduction de la pollution. Si demain, je dois faire une autre entreprise, ce sera peut-être dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit en termes de réduction de la pollution, de sobriété énergétique. Donc, on va dire l'impact au sens environnemental commence à être à la mode depuis 2, 3 ans et c'est très bien, puisqu'il y a énormément de choses à faire là-dedans pour changer nos façons de consommer. Mais il n'y a pas que l'impact environnemental, il y a aussi Mhm. l'impact social, l'impact sociétal. Je trouve qu'on est un pas trop mauvais exemple là-dessus, dans le sens où c'est ni environnemental ni social, mais c'est sociétal. Chaque vie sauvée, ça n'a pas de prix. Et on Mhm. a la chance, du coup, de travailler sur des produits qui sauvent la vie au quotidien. Et ça donne du sens à chacune de nos journées. Donc, on a étudié le problème au sens où on a regardé effectivement tous les documents gouvernementaux sur les statistiques sur les noyades, les causes de noyades, enfin, comment ça se produisait, quelles étaient les raisons, etc. Donc, on a lu de la documentation sur le problème qu'on voulait résoudre. Et en parallèle, on a étudié le marché sur quels sont les produits qui existaient aujourd'hui. Et ensuite, on a mêlé les deux. On a dit, OK, aujourd'hui, voilà le problème tel qu'il est décrit par les sources officielles. Donc, nous, dans notre cas, c'était Santé publique France. Donc, on avait la chance d'avoir une source officielle qui décrivait vraiment le problème, ce qui n'est Mhm. pas le cas pour plein de problèmes, mais bon, en tout cas, nous, on avait cette Mhm. chance-là. Donc, on a bien étudié ces données-là. Et en face de ça, on a mis tous les produits sur le marché. Donc, on s'est dit, en fait, nous, la solution nous paraît évidente. Elle n'existe pas sur le marché. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que il faut choisir un problème qui soit suffisamment fort pour que même si la première idée de solution qu'on a, c'est pas la bonne, en travaillant dessus, on finisse par arriver à la bonne solution. Vous allez finir par arriver sur une solution qui apporte quelque chose à la société. L'entrepreneuriat, c'est un monde qui est vaste. Il y a énormément de choses différentes à faire, énormément de conseils qui circulent un peu partout, mais il y a nulle part un peu le livre de dire le Mhm. mieux, c'est de faire ça en étape 1, le mieux, c'est de faire ça en étape 2, etc. Donc là, c'est un vrai conseil que je vous donne, c'est quoi que vous fassiez, travailler par itération. Nous, il nous a fallu 50 versions pour arriver au produit qu'on a mis sur le marché, mais ces 50 versions, on les a fait en un an. Mhm. Si on travaillait à l'ancienne, comme travaillent certaines grosses entreprises, ces 50 versions, il nous aurait fallu 10 ans pour les faire. C'est-à-dire qu'on a fait une première version qui était très moche, et on s'est dit, OK, comment on fait une deuxième version? Qu'est-ce qu'on améliore? Entre nous, enfin, on réfléchissait, on achetait des composants et on faisait. Ensuite, petit à petit, on s'est mis à contacter des bureaux d'études, des ateliers de prototypage pour passer des caps. On s'est mis à chercher des composants sur le marché, donc Mhm. c'est-à-dire à contacter des fournisseurs. Donc ça, c'est une étape très fastidieuse quand on fait un produit physique, c'est de trouver des fournisseurs qui sont capables de nous passer des composants pertinents. Le conseil que je peux donner là-dessus, c'est essayer de prendre un maximum de composants standards
c'est-à-dire des composants que quelqu'un vend déjà, versus des composants que vous faites faire sur mesure. Parce que faire un composant sur mesure, il y a un investissement pour créer l'outil qui va faire le composant. Versus si vous achetez un composant que quelqu'un produit déjà quelque part, idéalement en France, ou sinon en Europe, ou sinon le plus près possible, ça vous évite d'avoir un investissement trop important. Et au début, quand on commence, le but, c'est de dépenser le moins possible. Donc, si vous faites un produit physique versus un logiciel, par exemple, utilisez le plus de composants standards possible, ça vous fera gagner beaucoup de temps au début. Quitte ensuite, une fois que vous êtes à un certain niveau de maturité, bah, de se dire, OK, en fait, ce composant standard, il n'est pas assez bien. Donc, je vais faire un composant customisé. Mais ne pas dès le début se dire je vais tout faire Mm, customiser, ça c'est une erreur puisque bah, dans l'itération suivante, vous dire ok, j'ai investi 10 000 pour créer ce composant et en fait dans l'itération suivante, je me rends compte que c'est mm, pas ça qu'il me faut. Dans les plus gros regrets, je dirais qu'on a, enfin les choses qu'on aurait pu faire mieux, c'est se mettre à travailler sur notre stratégie marketing beaucoup plus tôt, marketing et communication. On s'est mis à communiquer très tard parce qu'on avait un produit qui était assez complexe techniquement, donc on ne savait pas exactement quand est-ce qu'on l'aurait finalisé. Donc on se disait, bon, bah, on va mettre toute notre énergie à finaliser le produit et on verra après. Bon, alors ça l'a fait pour nous, mais c'est pas forcément ça qu'il aurait fallu faire dans l'idéal si on est trois associés. Bah, qu'il y en ait deux qui travaillent sur le produit et un qui travaille quand même sur toute la stratégie de commercialisation, le marketing, la communication, pour qu'au moment où le produit est finalisé, on est directement dans la phase de commercialisation et pas dans se poser la question de OK, maintenant comment on le vend, quoi. Les campagnes de financement participatif, notamment sur Ulule, c'est un bon moyen de se faire connaître. Et on va dire c'est un peu un passage maintenant classique pour toutes les startups qui font des produits physiques. Et même au-delà, je vois des gens qui font des spectacles, donc mm, des choses qui vont au-delà, mais en tout cas pour tout ce qui est produit physique, c'est vrai que la campagne de financement participatif, c'est quelque chose qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça vous permet de vous forcer à être dans un moment ultra intense de marketing et de communication. Euh, et donc, ça vous permet de vous voir à quel point c'est compliqué le marketing et la communication. Euh, et le deuxième intérêt, c'est via les communautés de ces plateformes de financement participatif, dont Ulule, ça vous permet bah, d'être visible d'un grand nombre. Ce qu'on appelle preuve de marché, c'est quelque chose que vont vous demander beaucoup de financeurs. C'est, OK, ton idée, enfin, tu résous un vrai problème, ton idée, elle a l'air super sur le marché, elle a l'air super en théorie, tu as créé ton produit, il marche, mais comment je sais que les gens le veulent? Et ça, c'est un point hyper important si vous cherchez à vous financer, que ce soit en levée de fonds ou avec des banques, s'ils vont vous dire, ça a l'air super là, ton truc, vrai problème, idée hyper intéressante, produit qui fonctionne, mais est-ce que les gens veulent l'acheter? Est-ce que tu as une preuve de marché? Et la campagne de financement participatif, c'est une première preuve de marché, ça montre qu'il y a un intérêt du public pour ton produit. J'ajouterai quelque chose quand même qui est important, c'est hyper important quand vous faites du B2C. Évidemment, si vous faites du mm. B2B, c'est pas forcément un moyen pertinent de preuve de marché. Si vous faites du B2B, donc c'est-à-dire que si votre business c'est de vendre non pas à des particuliers, à des consommateurs, mais de vendre à d'autres entreprises, bah, la preuve de marché, c'est d'avoir des premières entreprises clientes. Il n'y a pas de miracle. Donc c'est qu'il faut que vous convainquiez des premières entreprises d'acheter votre produit. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, autant dans le B2C, donc nous, c'est notre cas, et c'est aussi le cas de Capsme, c'est hyper important le marketing et la communication, autant dans le B2B, c'est hyper important d'avoir un bon vendeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment passionné par la vente, qui n'a pas peur de se faire prendre sans refus, il a l'opportunité d'avoir un client. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de si vous faites du B2C ou du B2B, effectivement, la complémentarité des associés sera vue différemment. Effectivement, c'est-à-dire que bien identifier sa première cible, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre idée, vous vous direz, ah non, mais moi, ma cible, elle est ultra large, ça peut être telle personne, telle personne. OK, votre cible, elle peut être ultra large. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui va être la première cible? Quels sont les premiers clients qui sont les plus susceptibles d'adhérer?
Nous, si on partait dans toutes les directions, on pourrait dire, bah, nous, nos cibles, c'est aussi les assurances, c'est les services publics, c'est les mairies qui ont des lacs à protéger, c'est les sauveteurs, c'est les grands-parents, c'est les oncles qui peuvent offrir ça à Noël. OK, tout ça, ça peut être des cibles. Mais notre cible primaire, ceux qui ont le plus de chances d'acheter, c'est les parents des enfants qui sont entre 1 et 6 ans. Ça, c'est notre cible primaire. On se met à se dire, OK, c'est cette cible-là, comment est-ce qu'elle achète les produits? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quel journaux elle lit? Donc, typiquement, si on doit publier dans un journal, on va plutôt envoyer des communiqués de presse à des magazines comme Femina, Parents, à des magazines de sport, par exemple, ou de voile. Donc, ça peut paraître évident, mais il Mm, faut se dire, comment est-ce que je peux toucher cette cible-là? Nous, on est sur une mm, cible âgée entre 25 et 40 ans. Bah, cette cible-là, elle est plutôt sur Instagram que sur Facebook ou TikTok. Donc, le premier réseau social qu'on a ouvert, c'est Instagram. Parce que si on visait les grands-parents, ben, on serait plutôt allé sur Facebook. Si on visait des jeunes de moins de 25 ans, on serait plutôt allé sur TikTok. Mais nous, on vise plutôt les trentenaires. Notre cible idéale, elle est entre 28 et 40. Donc, c'est plutôt Instagram. Il n'y a pas de miracle dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que le but d'une entreprise, que ce soit bien ou mal, c'est de vendre. C'est-à-dire même si vous faites une entreprise à impact, pour survivre, il faut avoir des ventes. Enfin, donc il faut générer de l'argent. Mettre en place tout un processus de vente, on ne se rend pas compte la complexité que c'est. Donc c'est-à-dire comment, et on appelle ça la stratégie d'acquisition. Et ça, c'est le truc sur lequel il faut absolument que vous travaillez. Nous, on y a travaillé beaucoup trop tard. C'est comment vous faites en sorte que tous les mois, vous ayez des nouveaux clients. C'est-à-dire que ce ne soit pas le hasard ou la chance, mais que ce soit le fruit de votre stratégie et de votre travail, que tous les mois, vous ayez des nouveaux clients. Et qu'au fur et à mesure du temps, avoir de plus en plus de clients vous demande de moins en moins d'efforts. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'acquisition. Ça, c'est hyper important. Et vous avez plein de façons de le faire. En e-commerce, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via plein de façons différentes, mais c'est concrètement comment vous faites pour vendre et pour avoir des clients. Effectivement, enfin, si vous devez retenir quelque chose, enfin, vraiment, prenez du temps avant de vous associer avec quelqu'un. Prenez vraiment le temps. N'hésitez pas à chercher. Demandez à vos amis, aux amis de vos amis, s'ils connaissent des gens qui veulent se lancer, etc. Enfin, vraiment, à chercher des gens, à prendre du temps là-dessus. Choisir un vrai problème. Et posez-vous la question de est-ce que ce problème, il est vraiment reconnu par plein de monde comme étant un vrai problème? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour ça? Essayez de vous faire accompagner, ou sinon, lisez, il y a plein de livres d'entrepreneurs qui sont hyper intéressants, qui apportent beaucoup de connaissances. Et dernière chose, essayez de choisir quelque chose qui a du sens, donc faire de l'entrepreneuriat impact, parce que si vous faites de l'entrepreneuriat impact, déjà, vous serez plus épanoui parce que vous aurez une vraie raison de vous lever le matin. Ensuite, quand ce sera difficile, parce que l'entrepreneuriat, c'est toujours difficile, même si on voit plein de belles histoires, le fait de faire quelque chose qui a du sens, de résoudre un problème qui vous tient à cœur, ça fera que vous continuerez. Et ensuite, ça fera que vous serez aidé plus facilement. Il y a plein de personnes qui nous ont aidés gratuitement, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, même des fois de leur argent, pour nous aider parce qu'ils croyaient dans le projet. Et ça, si vous faites de l'entrepreneuriat à impact qui a du sens, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui voudront vous aider et vous soutenir.